Salut à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo.fx. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau laser. Alors ici on est sur un modèle un peu plus haut de gamme que ce que j'avais présenté précédemment. On est sur la marque ATESR. Alors c'est le modèle P20+, qui va être en 24 watts sortie optique. Ça va être quelque chose qui va commencer à chanter quand même pas mal. Vous vous souvenez, j'avais fait la vidéo sur la X-Tool en 20 watts. Ici on est sur une machine qui est légèrement plus performante. Et je m'en suis rendu compte sur pas mal de projets. La X-Tool, il y a des choses qu'elle arrive à faire, mais il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire, que celle-ci arrive à faire. Pourtant, niveau puissance, on n'est pas très loin. Bon, la X-Tool, elle est vraiment 20 watts. C'est 20 watts, il n'y a pas plus. Ici, on est sur une 24 watts. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des diodes qui, quand même, balancent pas mal. On est sur 4 diodes de 6 watts, ce qui nous fait 24. Alors que sur la X-Tool, je pense qu'on était sur des diodes de 5 watts grand max. Je pense qu'elles ne doivent pas aller bien plus loin. On est vraiment à la limite. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui envoie pas mal. Et au niveau des jobs que j'ai fait, de toute façon, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait avec. C'est une machine qui est relativement efficace et également qui est quand même assez robuste. Au niveau du châssis, on est sur des bécanes. On n'est plus sur des petits profilés en 20 par 20 en aluminium comme sur certaines des machines que je vous avais présentées, notamment les anciennes Arthur, ou même la Mecpo que j'avais présentée il n'y a pas longtemps, là, qui est une machine très bien pour débuter. On n'est pas sur le même genre de produit, on est sur quelque chose de vraiment béton. Là, on a des profilés qui sont quand même assez costauds. En fait, c'est tout moulé directement dans le châssis, quoi. C'est quand même assez costaud. C'est... Voilà. Alors par contre, un autre petit détail important à signaler, c'est que ces machines-là, je vais avoir plus tendance à les préconiser pour des gravures lentes, c'est-à-dire sur du matériau qui a pas besoin d'avoir des grosses vitesses, ou alors même sur le bois, ça marche très bien en vitesse un peu plus lente. Pourquoi je dis ça? Parce que même si on a beaucoup de puissance, on va avoir quelque chose qui va être quand même assez lourd à bouger. La tête, vu que c'est des têtes de plus en plus grosses, bah, ça fait énormément d'inertie et le mouvement, si on va trop vite, ça peut faire chauffer vite fait les moteurs qui sont sur le côté, parce que là on est sur des petits moteurs. J'ai relevé ça quand même si j'arrive à bombarder assez vite. Et de toute façon, les machines elles auraient été bridées niveau vitesse. Niveau vitesse, on est à 6000 mm par minute au max, ce qui est déjà pas mal. Sur certaines machines, on arrive à monter sur des vitesses à plus de 20 000, mais on est sur des têtes beaucoup plus légères. Là, sur une 20 watts comme ça, avec une tête aussi lourde... Je vous le déconseille. Par contre, pour de la découpe, ces bécanes-là commencent à être vraiment efficaces. On n'est pas encore au niveau d'un gros CO2, mais on n'est pas sur le même budget non plus. Un CO2, ça va commencer dans les 5000 € si on veut quelque chose de potable avec tout l'équipement qui va derrière. Mais c'est une machine que vous ne pourrez pas déplacer. Là, on est sur une machine qui va faire 10 kg. Grand max, on est sur 9 kg si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qui était marqué sur la fiche technique. On va être sur un format de 410 par 410 mm, ce qui nous fait quand même 41 cm. C'est pas mal. Il y a certaines machines, on est à 39, voire 38. Là, on est vraiment sur 41. On a les 40 par 40. De toute façon, en général, quand on achète des grilles de découpe, le format, c'est du 40 par 40 et la planche, elle rentre pile poil sur la bécane. On peut quand même faire des beaux projets déjà. Ensuite, il existe également des kits de rallonge qui va vous permettre de rallonger la bécane. En général, c'est sur les profilés du côté qu'on rallonge et on rajoute quasiment, on est sur 1 mètre. On est quasiment à 90 cm, ce qui est quand même pas mal. Vous mettez la machine en longueur, vous mettez une grande planche et vous pouvez faire des beaux projets. Et en 24 watts, vous pouvez découper des belles choses et vous pouvez vraiment vous amuser. Voilà. Donc, cette machine-là va nous permettre de rentrer sur certains projets qu'on ne pouvait pas faire également sur des lasers plus faibles, genre du 10 ou du 5 watts. J'ai testé la gravure sur de l'inox. J'en avais déjà testé sur une autre vidéo, sur la X-Tool notamment. J'avais fait des tests. La X-Tool était capable de faire des choses, mais sur celle-ci, j'ai eu une énorme surprise. Parce qu'elle arrive vraiment à faire des beaux nuanciers de couleurs. Je vous ai fait un nuancier que je vais vous montrer, que j'ai mis sur le côté là. Au niveau des couleurs, on arrive sur quelque chose de magnifique. Je partagerai le fichier. Alors c'est un fichier Lightburn que vous pourrez utiliser. Je le mettrai dans la description, c'est totalement gratuit. Le fichier que j'ai généré, en fait, c'est en gros pour avoir des couleurs sur l'inox, ou même sur du titane, on peut faire sur d'autres matériaux métalliques. Alors par contre, il faut vraiment des trucs assez costauds. L'aluminium, j'ai testé, ça fait rien du tout, ça fait juste du marquage, hein, c'est juste un marquage standard. Sur de l'inox et sur du... Alors j'ai pas de titane, pas les moyens d'avoir du titane encore à la maison, mais les plaques d'inox que j'avais là qui traînaient, j'en ai coupé une, j'en ai fait 2 carrés. J'ai obtenu des résultats qui sont assez concluants en modifiant très peu de choses. Au final, on a la vitesse qui est standard partout. Par contre, on va jouer sur la puissance du laser et sur l'intervalle de ligne. En fait, l'intervalle de ligne, ça va être quand la tête va faire un passage. Quand vous faites une gravure, si vous voulez plus de détails et plus de propreté sur votre gravure, en fait, vous allez diminuer l'intervalle de ligne. C'est-à-dire qu'en fait, le laser va monter, mais vraiment très peu. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, le laser va monter de 0,01 mm
par couche, et là vous allez avoir vraiment quelque chose de très efficace. Par contre, faire attention, si on fait de la gravure sur certains matériaux, vu qu'on est plus proche, on brûle beaucoup plus vite la matière, et en fait, ça peut vite noircir énormément sur du bois, par exemple. En général, on n'a pas besoin d'énormément de détails aussi précis. Déjà, du 0,1 mm, c'est déjà pas mal pour de la gravure. On arrive à avoir quelque chose de propre. Sur de la gravure de bois, ça peut suffire largement. Après, c'est vraiment si vous chipotez sur la définition. Si vous avez un projet qui est assez énorme, ça peut être intéressant. Par contre, vous allez augmenter le temps de travail qui va être triplé, voire quadruplé, voire vous allez passer une nuit pour faire une gravure, même sur une machine puissante. Mais sur le métal, du coup, sur l'inox, c'est assez surprenant de voir que l'intervalle de ligne arrive à faire varier énormément les couleurs et on obtient un nuancier qui est vraiment magnifique. De toute façon, je vais vous le montrer. Je vous montrerai juste après avoir parlé de la bécane. Alors, la ATZR P20+. Alors, on va avoir une machine qui va être relativement complète. On va avoir donc du coup la tête. Alors, la machine est livrée avec un compresseur d'air forcé et qui est relativement efficace, qui marche bien. D'ailleurs, je m'en sers énormément même pour les autres machines que je teste parce qu'au final, il est assez puissant et il est assez... Enfin, il prend pas énormément de place, il est léger, mais il est efficace, il souffle vraiment bien. Et j'ai eu d'autres machines où les compresseurs, ça envoyait que dalle. Là, celui-là, il marche vraiment bien. Petit point positif également, on va avoir des end-stops sur toute la machine. Alors les end-stops, c'est des fins de course en fait. C'est-à-dire que la machine, quand elle va arriver en position home, elle va cliquer sur des petits capteurs qui vont lui permettre de dire, voilà, tu es en position 0, et voilà, ça te permet d'avoir une position de référence quand on veut se déplacer dans l'espace défini de la machine. C'est-à-dire qu'on est à 0, on sait qu'on ne va pas pouvoir se déplacer à plus de 41 cm sur la profondeur et sur la largeur. Ça peut être intéressant si on fait un projet sur une plaque qui fait pile poil 40 cm, comme ça au moins on sait qu'on est dans l'espace, et voilà. Du coup, on va avoir également une tête qui va être équipée d'une petite patte sur le côté qui va nous permettre de faire le réglage de la focale. C'est une petite patte qu'on fait descendre. Je vous montrerai en gros plan. On a juste une petite molette à l'arrière également, je vous montrerai en gros plan. On a juste à la tourner, on descend ou on règle la tête en fonction de la focale qu'on veut régler. Et c'est fait. On a juste à rétracter la petite patte et on est prêt. On n'a pas de petits bouts de plexi ou de petites cales à mettre en plus dessous. C'est tout intégré dans la tête. La tête également est équipée d'un petit carreau sur l'avant qui n'est pas en plexi. Ici, on est sur un verre qui est anti-UV et qui est vraiment efficace. Et au final, l'avantage par rapport à un truc en plexi, c'est que celui-ci se nettoie beaucoup plus facilement. Il ne se raye pas comme sur des plexis où on va les nettoyer avec de l'alcool ou autre chose. Le plexi déteste l'alcool, ça le fait fissurer et ça lui fait des réactions qui sont... Voilà. Ici, on a quelque chose de plus durable. Le petit verre, en plus, il est pas mal, il est inifugé, donc ça risque pas de prendre feu, contrairement à du plexi. La tête est relativement bien faite. Ensuite, on va avoir du coup le détecteur de flamme qui marche pas mal aussi. Ensuite, on va être sur une carte mère assez basique avec toutes les options disponibles. On a le bouton d'arrêt d'urgence avec le petit voyant rouge qui s'allume à l'intérieur quand il est activé. Alors le port USB pour la connecter à un ordinateur, le bouton pour l'allumer, le bouton rosette et le petit lecteur de carte micro SD qui va nous servir si on fait de la gravure en Wi-Fi. Alors par contre, j'ai regardé leur application sur le téléphone. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont fait des mises à jour ou quoi que ce soit. Au début, l'application marchait. Par contre, là, la dernière mise à jour, je sais pas, l'application, c'est mort. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une autre marque d'une autre machine qui utilise quasiment le même modèle de carte mère, je pense, et le module Wi-Fi a exactement le même nom, le même mot de passe. Et je sais pas si ça fait pas un conflit avec les deux machines, mais après, l'application, j'ai testé en elle-même, c'est vraiment l'application la plus basique du monde. C'est juste pour créer en fait des gravures avec des petits motifs qui sont disponibles dessus. Ou alors, vous pouvez prendre une photo et la transformer en cadre photo pour la graver. Mais sincèrement, je préfère partir directement sur Lightburn pour faire la même chose. J'ai quelque chose d'efficace. Par contre, on est câblé en USB. Du coup, on a l'ordinateur à côté. Mais pour moi, clairement, quand on fait de la grosse gravure, quand on fait une gravure de 40 cm, je me mets pas en Wi-Fi. Si jamais il y a un plantage ou que le Wi-Fi plante dans la maison ou que je ne sais quoi d'autre, le fichier il est perdu, la planche c'est poubelle. Alors qu'avec un ordinateur portable à côté, vous mettez en Wi-Fi, vous branchez tout au secteur, vous êtes sûr que ça se passe nickel. Limite, vous mettez un petit onduleur pour être sûr que vous ne perdez pas votre job, comme ça au moins, même si l'ordinateur portable et la machine ça coupe pendant quelques minutes. Je parle notamment du moment où moi je travaille beaucoup à la campagne, il y a beaucoup de micro-coupures, même il y a de l'orage des fois. Et si on a un projet à faire pour un projet professionnel qu'on doit le vendre, si on a une boutique sur Etsy par exemple, et qu'on veut bosser, c'est quand même bien d'avoir un petit onduleur à côté.
Petit point important d'ailleurs, ces petites machines-là consomment 120 watts, ce qui n'est quand même pas rien, ça commence à chanter un petit peu. On est sur une consommation de 120 watts pour une tête optique qui fait du coup 24 watts en sortie optique. On va avoir le petit compresseur à côté à alimenter du coup. Ce qui est bien, c'est que le petit compresseur est fourni avec un câble qui dédouble en fait. On a l'alimentation de la machine ici, on a l'alimentation qui part sur le compresseur et en fait c'est le même transformateur qui alimente les deux. On a un petit câble qui dédouble. C'est pas mal, ça fait moins de câbles qui se baladent, moins de transfo, on n'en a qu'un seul du coup. Alors le petit transfo, c'est un 24 volts en 120 watts qui marche bien. Au final, on va dire que ça alimente la bécane comme on le demande. Alors petit truc que je trouve un peu dommage par contre, c'est l'espèce de câble HDMI qui sert pour l'écran. Alors du coup également l'écran va être intéressant parce qu'on va pouvoir s'en servir justement avec la carte micro SD. On va pouvoir mettre un fichier sur la carte micro SD et venir le mettre ici et l'utiliser directement via l'écran en autonomie. On n'aura pas besoin de l'ordinateur portable. Petit point négatif, c'est que l'écran est quand même assez limité. Il est bien, il permet de faire des petits projets. Si on fait des petites gravures, qu'on a besoin vraiment de faire un tout petit truc rapide, on est juste à côté, l'écran peut être intéressant. On va pouvoir générer le fichier directement dessus. On va pouvoir travailler, faire les homes et tout le reste. Je trouve que par rapport à un logiciel comme Lightburn, par exemple, on va être vraiment limité. Celui-là, il n'est pas assez... Le firmware est vraiment sous-peu développé. On va vraiment être aux limites de ce qu'on peut faire avec l'écran. On n'a que dalle. Franchement, je vous dis, on n'a que 2 boutons. On a un bouton carve, un bouton pour aller dans les paramètres qui vous indique quoi au final? Le numéro de série de la bécane et le changement de langue. On va pas avoir grand-chose de plus. On va également avoir la possibilité de couper le bip bip sur l'écran. Voilà. Alors, c'est bien de penser à ces petites options-là, mais on aurait aimé avoir quelque chose de plus précis. Ça serait bien qu'un jour, ils nous fassent des écrans avec du dessin directement intégré, comme sur les lasers CO2, on a des petits écrans avec un petit dessin. Après, le tarif, ça sera peut-être pas le même, mais bon. Je me dis qu'avec un truc en HDMI, on a peut-être possibilité de faire quelque chose d'un peu plus fourni. J'en ai une autre que j'ai reçue, je vous présente dans pas longtemps, du coup, qui a l'écran qui est quand même assez... Enfin, qui est un peu plus développé, on va dire, l'interface est un peu plus intuitive, et le modèle d'écran est pas très différent de celui-ci, parce que c'est un écran HDMI aussi, et voilà. Mais ça change pas que la bécane en elle-même fait un travail efficace, propre et elle fait ce que je demande à une machine de cette gamme-là, de cette puissance. Je vais vous montrer les projets que j'ai fait avec. De toute façon, au niveau du montage, je vois pas trop l'intérêt de faire une vidéo du montage en vous expliquant comment on l'assemble, la bécane, parce que je vous dis, c'est déprofilé, vous avez 3 vis à l'arrière à mettre, 3 vis de chaque côté, 3 vis à l'avant, vous avez juste le profilé à venir poser avec les 2 vis ici, vous mettez la tête, vous serrez la molette, vous avez la petite tige à passer sur le côté ici, c'est fini. C'est la machine, je vous dis, allez, si vous prenez votre temps, vous prenez un café, en 20 minutes, allez monter la bécane, vous êtes déjà prêt à graver. Il n'y a pas plus compliqué, enfin, il n'y a pas plus simple que ça. La notice est assez bien expliquée. On va avoir 2 notices. Alors, on va avoir un manuel d'installation et on va avoir un user guide qui va nous expliquer comment la rentrer dans Lightburn, comment faire les petits réglages. On va également, enfin, on a vraiment tous les détails. Ça nous explique même l'application sur le téléphone qui ne fonctionne pas au passage correctement. On va avoir une petite grille à un endroit, si je dis pas de bêtises, on va avoir des réglages. Voilà, on a une espèce de grille complète pour le ATZR 20 watts ici, avec des paramètres pour la découpe et ici des paramètres pour la gravure. Et vous avez déjà des bases de travail qui sont réglées exprès pour Lightburn. Vous avez juste à rentrer ces paramètres-là et vous êtes parti pour faire ces projets-là. On nous explique également qu'elle est capable de couper de l'acier inoxydable de 0,05 mm. On arrive à le découper avec cette tête-là et on arrive sur quelque chose qui permet de faire des petits projets. Ça peut être sympa pour faire des petites plaques. Après 0,05 mm, c'est pas très épais. Et le petit truc à prendre en considération, ça va être que quand on fait de la gravure sur l'inox, faut pas mettre trop non plus de puissance parce que le problème de l'inox, c'est qu'avec la chaleur, le métal, il se déforme. Et du coup, j'avais une plaque de la gravure que j'ai fait ici avec le chat. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais parti et j'avais mis quand même un peu plus de puissance que ce que je voulais. J'ai mis la puissance à 100%. Je voulais voir ce que ça allait faire. Et en fait, la plaque, elle a légèrement gondolé avec la chaleur. Elle s'est complètement déformée, quoi. Donc ça, c'est un truc important à prendre en compte. C'est que si vous faites de l'inox, mettez bien des cales. Mettez bien des cales pour pas que ça se déforme. Après, de toute façon, le métal va forcément se déformer avec la chaleur. Pas le choix, c'est la dilatation du métal. Ici, on va avoir le manuel, qui est assez bien expliqué aussi. On a du français à l'intérieur. Et je vous dis, c'est comme un Lego. Il n'y a rien de plus simple. Il y a vraiment très peu de pages, en fait, parce que c'est chaque langue. En gros, la langue française, vous allez avoir... voilà, il y a 5 pages. Il y a 5 pages, après on est sur la langue suivante. Donc, je vous dis,
20 minutes, c'est monté. Alors au niveau des accessoires qui vont être fournis avec la bécane, on va avoir du coup des petits colliers de serrage, on va avoir une courroie de rechange, on va avoir les petites clés habituelles pour monter l'ensemble, des petits colliers noirs, la petite clé plate. Alors petit point intéressant qui est intéressant à souligner, c'est que cette machine, on a ici une petite case avec des petites clés, c'est l'emplacement de maintenance pour les roues excentriques qui vont se trouver sur l'axe X. Alors la machine fonctionne avec des courroies et des petites roulettes qui vont être des roues V-wheel. En fait, c'est des roues qui vont avoir une légère forme de 45 degrés sur le côté de la roue et qui vont rentrer dans des rainures et qui vont servir de glissière linéaire en fait pour les axes. Sur les petites roulettes, il y a 3 roulettes. Sur la troisième, en fait, il y en a 2 en haut, une en bas. Sur celle du bas, il va se trouver un écrou excentrique qui va être à régler avec la clé plate. Alors cet écrou-là va être à régler en fonction de si la roue ou pas patine dans l'axe. Si vous voyez que votre axe bouge, il faudra la régler. Ici, on va avoir un petit trou qui va nous permettre d'accéder à l'excentrique de l'axe X. Vous aurez juste à passer la petite clé ici et vous pourrez faire votre réglage. Très important, la roue excentrique, il ne faut pas trop la serrer. Si vous la serrez trop, l'axe va forcer, va bouffer la roulette. Et au bout de quelques jours, vous n'aurez plus de roulette sur l'axe et puis voilà, ça sera à changer. Donc le réglage va se faire en fait au moment où vous allez monter la bécane, vous le faites et ça ne bouge pas. Moi, la machine, là, elle est réglée depuis quelques temps. Il faut vérifier que ça ne force pas trop au niveau de l'axe. Si vous voyez que ça force, quand vous faites ça, si ça force, c'est que la roulette est trop serrée. Si vous voyez que l'axe est lâche, c'est que la roulette est trop desserrée. Voilà, c'est à vous de faire le petit réglage. Vous aurez également accès aux 2 autres roulettes ici et ici sur les côtés. Vous passez la clé et c'est exactement la même manip à faire. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, votre machine, les roulettes seront réglées. Moi de base, elle était déjà réglée. De toute façon, je pense qu'ils ont fait un bon boulot quand même les mecs avant de l'envoyer. On va dire que l'usine ATZR, ils ont fait quelque chose de bien. Voilà. Au niveau de l'écran, j'ai oublié de vous préciser, ça tient avec un aimant. Vous pouvez le prendre comme ça, et en fait, c'est un aimant qui vient se plaquer directement sur le caisson. Vous pouvez le déplacer ou carrément le débrancher et l'enlever. Si vous n'en servez pas, vous n'avez pas besoin de garder l'écran. Vous pouvez faire ça. Voilà, vous le mettez de côté. Si vous utilisez uniquement le PC, ça vous évite d'avoir un écran qui se balade devant. Vous avez une bécane simple. Voilà. Au niveau du branchement, c'est ultra simple. Vous avez juste à remettre le câble HDMI dedans. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Au niveau des câblages, il n'y a rien de plus à dire. Il y aura des petites fixations comme ça, double face, qui vont venir se fixer sur la bécane, qui vont vous servir à passer votre tuyau ainsi que votre câble. Et du coup, le tuyau, on le fait passer sur le côté comme ça, et ça évite que ça se balade sur le plan de travail. On aura juste à mettre quelques petits colliers si on veut rajouter un petit peu de câble management, mais rien de plus compliqué que ça. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler vite fait du logiciel. Alors, je vais utiliser Lightburn ici pour la vidéo. Alors, on va rentrer le profil de la bécane qui est à télécharger sur leur site, mais si jamais vous le voulez, je vous le mettrai dans la description en bas, parce que En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper des fichiers sur mon Google Drive. Vous pourrez aller les chercher plus rapidement que s'il faut les chercher dans leur site, descendre tout en bas et aller chercher les fichiers. Je vais faire un petit dossier exprès pour la laser. Et pour toutes les autres lasers, d'ailleurs, vous trouverez également les profils de nuanciers. Je mettrai des fichiers de temps en temps qui seront récupérables. Du coup, les nuanciers, des tests de gravure, des carrés, enfin bref, plein de petits tests qui pourront vous servir. Comme ça sera accessible assez facilement. Donc du coup, je vous disais, le profil, on va l'importer dans Lightburn. Et une fois qu'on l'aura mis dans Lightburn, je vous expliquerai vite fait ce qu'on peut faire pour démarrer un projet de gravure ou de découpe. Je ne vais pas utiliser le laser GRBL sur cette bécane, mais il est également compatible. On peut l'utiliser sur laser GRBL qui fonctionne très bien aussi. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur laser GRBL, le tuto fonctionnera de la même façon sur cette bécane. Donc on se retrouve tout de suite pour Lightburn. Allez, on se retrouve pour la partie Lightburn. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur mon Google Drive. Je vous ai mis des fichiers ici, donc dans le dossier laser, je vous mettrai dans la description. Vous allez avoir besoin de 2 fichiers. Ici, vous allez avoir le pilote CH341 qui va nous servir à installer le port USB de la bécane. Et on va avoir également besoin du fichier ATZR ici, .lbdev. Alors ce fichier-là, c'est le profil de la bécane. Tous les fichiers que vous allez avoir ici, ce sont tout simplement les projets que j'ai utilisés dans la vidéo. Le chat ici, l'espèce de pendule que j'ai créé, que vous verrez dans la conclusion. Ici, vous aurez tous les tests sur l'acier inoxydable que je vous ai fait. Ce que j'espère, c'est ne pas les retrouver sur Etsy ou autre chose avec mes propres fichiers. C'est des fichiers que je vous partage gratuitement, donc gardez-les et ne vous amusez pas à les vendre. Par respect, tout simplement pour le boulot que je vous partage. C'est des fichiers gratuits que j'ai créé exprès pour qu'il reste gratuit. Ce chat-là, c'est un fichier que j'ai récupéré sur Internet. Il y a sûrement une licence dessus, donc ce n'est pas un fichier qui peut être vendu non plus. C'est un fichier pour un usage de test. Voilà. Donc ici, on va avoir donc les 2 fichiers, comme je vous ai dit, on va les importer. Vous allez installer le fichier CH341 une fois que c'est fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Appareil ici. On va cliquer sur Importer.
on va importer notre profil de machine. On va cliquer sur ouvrir. Ici, on va avoir la machine qui sera importée directement là-dedans. On va cliquer sur OK. On ne va pas tout de suite l'allumer parce que ça va faire pas mal de bruit. Donc ce que je vais faire avant, c'est que je vais vous expliquer 2-3 petits réglages que vous allez avoir besoin. On va cliquer ici sur les petites clés paramètres de l'appareil. Ici, on va aller cocher quelques petites choses. Alors, auto-guidage au démarrage de la bécane, la machine va venir en position home sur les end-stop. Si vous le décochez, la machine ne fera pas un auto-guidage par défaut quand la machine est détectée. Ça, moi, j'aime bien le laisser cocher, parce qu'au final, quand on allume la machine, elle vient automatiquement se positionner en position home. On sait tout de suite que Lightburn l'a reconnu. On va avoir besoin ici de l'activation de l'avance pas à pas. Ça va nous servir pour le positionnement des moteurs. C'est intéressant de le cocher. On va ici activer le bouton de déclenchement du laser. Ça nous permet d'avoir un petit bouton ici qui nous permet de déclencher la tête laser, voir si elle fonctionne correctement. Par contre, on aura un bridage. On ne pourra pas faire un déclenchement de laser à 100%. On sera bridé à 20% à peu près. Ici, laser on when framing. Ça va nous servir quand on veut connaître le positionnement de notre objet de travail. En fait, quand on va demander un framing, en fait, la machine va faire un cadrage autour de la position dans laquelle va se positionner notre objet. Et le fait que le laser soit activé, en fait, il va mettre un petit pointage laser à une très faible puissance, comme ça on saura où sera le positionnement du travail. Ça nous permettra de voir que si la tête laser, le petit pointeur, sort de la surface de travail, on sera complètement en dehors de la planche. Donc du coup, là, on a juste à cliquer sur OK et on est bon. Autre petit réglage. On va aller ici dans paramètres généraux de Lightburn, on va cliquer ici, et là on va aller regarder qu'on est bien en position millimètre par minute. Si vous avez installé Lightburn récemment, il est possible qu'ils soient encore en millimètres par seconde. Pour un laser CO2, c'est pratique. Par contre, pour un laser diode, nous, on se met en millimètres par minute. Si vous êtes au Canada ou dans un pays où on utilise les pouces, il faudra juste à cocher pouces ici par minute. Donc là, on va utiliser millimètres par minute. Quand on va cocher sur OK, ça va bien nous mettre ici les unités de mesure en millimètres par minute et en millimètres. Même ici, également dans les positionnements et ici dans les tailles d'objets qu'on va importer. Donc, une fois que ça c'est fait, ici, on va appuyer sur le bouton de la machine. La machine, à partir du moment où on va cocher comme 4, Lightburn va la reconnaître et il va venir faire un home de la machine. Là, on sait que la bécane est totalement reconnue par le logiciel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous faire un tutoriel complet sur Lightburn, puisque ça sera une vidéo qui va arriver prochainement et très bientôt. Je vais juste vous montrer comment on importe un fichier ici. Vous avez la possibilité d'importer un fichier ici en cliquant sur Importer. Vous allez avoir pas mal de formats de fichiers reconnus. Adobe Illustrator, PDF, on va avoir les DXF qui sont pas mal utilisés. On aura également la possibilité de reconnaître les fichiers SVG, ici, qu'on peut dessiner sur Inkscape, qui est totalement gratuit. On aura des fichiers Lightburn, des fichiers images qui seront convertis en gravure automatiquement. On aura pas mal de fichiers vectoriels. De toute façon, les formats vectoriels sont quasiment tous reconnus. Donc là, on peut faire annuler. Je ne vais pas importer de fichier pour cette vidéo-là, ça sera vraiment pour le tutoriel complet. Ici, tous les positionnements d'axes, tout ça, je vous le montrerai également dans le tutoriel complet que je vais vous préparer. Donc, tout ce qui est ici, tout ça, là, je vais vous le présenter beaucoup plus tard. Il est possible que le menu déplacer ici ne soit pas activé par défaut. Il faut aller ici dans Fenêtre, et ici, vous allez cocher Déplacer qui sera ici, si vous n'avez pas le menu Déplacer ici qui s'affiche. Le fait qu'on ait cliqué sur tout à l'heure, ici, Avance pas à pas, ça va nous permettre d'avoir tout simplement ici les positions qui seront connues. Nos positions ici seront connues, et on aura également le petit bouton ici déplacement continu qui va s'activer. Comme ça, quand on va cliquer ici, la tête laser va se déplacer en continu tant qu'on va cliquer sur le bouton. Et ici, on peut voir que les axes seront en position qui seront connues. Ce n'est pas une position au pif. Ça, c'est vraiment pour le déplacement continu. Sinon, on pouvait déplacer les axes en cliquant ici, d'axe en axe. Si j'appuie ici, ça avance de 1 en 1, parce qu'ici, on est sur 1. Si je mets par exemple 20, ici on va avancer de 20 par 20. Ça sera vraiment à vous de définir vos positions d'origine. Mais tout ça, comme je vous dis, ça sera vraiment pour le tutoriel complet, puisqu'au final, ça va être une vidéo qui va, je pense, durer une bonne heure. Là, j'ai pas envie que la vidéo s'éternise sur le réglage de Lightburn, c'est vraiment pour vous montrer comment on importait un profil sur Lightburn. Voilà. Maintenant, on va se retrouver pour la conclusion de la machine. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on arrive à la conclusion. Donc, je vais vous présenter les objets que j'ai fait avec. Ici, on va avoir la plaque d'inox. Alors, c'est magnifique ce que j'ai obtenu avec. On a des nuanciers de couleurs qui sont assez parlants en eux-mêmes. On a des couleurs quand même. On va faire quelque chose de pas mal. Alors, il me manque certaines couleurs que j'aurais bien aimé avoir. Du rouge, par exemple. Ici, on est surtout sur soit du jaune, soit sur des dégradés de bleu, violet. Par contre, le rouge, c'est pas très simple à obtenir. J'en ai un qui s'y rapproche, mais qui est... C'est pas du rouge. C'est une espèce de cuivre un peu foncé. Ça arrive à faire quand même des choses sympathiques. J'ai également fait un petit chat sur l'avant ici. Alors le petit chat, j'ai fait un test. En fait, j'ai fait une image toute petite.
et j'ai joué sur en fait le calque. Et dans ce calque-là, en fait, j'ai créé un fichier dégradé sur Photoshop. Et en gros, je partais du noir tout en bas et en haut, j'étais sur du gris. Ce qui fait qu'en fait, Lightburn va comprendre que c'est un dégradé et qu'il va falloir faire une modification de puissance. Alors en gros, en bas, il va commencer par exemple à 50%. Et en haut, on peut choisir un palier dans Lightburn. On peut choisir, par exemple, je commence à 50% de puissance. Et la fin de mon dégradé se fera à 20%, ce qui permet d'obtenir ici un dégradé de couleur qui va partir sur une couleur et qui va arriver petit à petit sur une autre couleur. Par contre, on ne pourra pas jouer sur les intervalles de ligne. Ce sera pour ça qu'il faudra choisir un intervalle de ligne qui va servir pour tout le long du job. Mais ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à l'intervalle de ligne, on peut avoir quand même des nuanciers de couleurs et que par exemple, si on part ici à 50% et qu'on finit à 20%, on a des différences de couleurs. Alors j'avais choisi ici le 0,02, comme ça je partais du quasiment noir pour arriver sur du jaune qui était encore visible. Si on part sur du 0,1, par exemple ici on n'aura rien sur la puissance. Donc c'est pour ça il faut vraiment se faire un petit nuancier. Alors après cette couleur là va varier en fonction des matériaux qu'on va utiliser. Ici j'ai un inox que j'avais trouvé dans la grange. Par contre si on utilise d'autres plaques d'inox, j'ai pas eu le même comportement sur tous les matériaux que j'ai testés. Sur du titane ça sera probablement différent. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser ce petit fichier que je vous ai fait. Également, la vitesse. On peut modifier la vitesse. Par contre, la vitesse sera la même pour tout le job ici pour avoir quelque chose de cohérent. On peut commencer par exemple à faire le test à 2000 mm par minute. On peut faire exactement le même test à 3000 ou à 1500 ou à 1000. C'est en fonction de ce qu'on va demander. Si on descend la vitesse et qu'on a la puissance qui est pareille, on va quand même brûler plus parce que le laser va rester plus longtemps sur le matériau. Par contre, si on met à 3000, on va avoir un peu moins de puissance, mais ça permettra de faire quand même un nuancier. Vous pouvez faire des tests, faire un 1000, 2000, 3000, et vous voyez ce qui marche le mieux pour vous. En fonction de ça. Alors par contre, je vous déconseille d'aller au-dessus de 50%, parce qu'après, on va voir quasiment que du noir. En fait, une fois qu'on est dans le 50 jusqu'à 100%, on est sur du noir. Alors le noir, ça peut être intéressant pour faire des projets, des tableaux uniques. Ici, j'ai fait un chat, il est quasiment entièrement noir. Alors ce que j'ai fait, c'est que là, le dégradé, c'est le même que le petit, mais j'avais en fait mis à 100% pour tester ce que ça allait faire. Et en gros, je suis parti de 50% et j'ai terminé à 20%. Le problème, c'est que tout ici, c'était quasiment de 50. En fait, ça descend de palier de 55. Et le problème, c'est que d'ici à ici, on était quasiment que dans au-dessus de 50%. Donc, on était sur du noir. Après, on a commencé à avoir une variation de couleur, et ce qui fait que sur les oreilles, on termine sur du un peu plus clair et en coloré. C'est pour ça que je me suis fait mon petit nuancier, comme ça je sais ce que je peux faire maintenant. Et je sais que si je fais des tableaux comme ça, je partirai de 50% et j'irai jouer jusqu'à 20% pour obtenir un vrai dégradé et on pourra faire quelque chose de vraiment sympatoche sur des projets comme ceci pour faire des tableaux en métal. Ça peut être cool pour faire des petits projets, en plus c'est d'inox donc ça va pas s'oxyder, on pourra le mettre sur un cadre, on pourra mettre je sais pas, une vitre ou on peut le laisser brut dans un, je sais pas, dans un atelier moto par exemple, ça peut être sympa de faire un logo en inox. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Voilà. J'ai fait les petits tests habituels sur du bois de sapin. J'ai découpé les 1 cm sans problème. C'est du beurre pour cette machine. Le sapin, en même temps, il n'y a rien de plus simple quasiment. Ensuite, j'ai fait les petits ronds habituels sur du plexi noir. Mais ça m'a permis également de pousser un peu plus loin sur le projet que je vais vous montrer juste après que j'ai fait. Ici, on a un rond de MDF découpé en une seule passe à 100%. Pour une vitesse de 250 mm par minute, ça marche bien. Franchement, ça marche bien, ça coupe. C'est du MDF qui fait ici 3 mm. 3 mm, c'est pas énorme non plus. Mais c'est une machine qui est capable de faire du job. Ça le fait en une passe et on ne se fatigue pas à vérifier si c'est passé à travers ou pas. C'est passé à travers. Alors, par contre, j'ai du noir qui s'est mis plein les doigts parce que celui-là, je ne l'ai pas encore nettoyé. Également, un petit conseil qui pourrait vous servir sur vos lasers, c'est si vous voulez nettoyer ici le noir, vous prenez une bougie. Alors j'en ai pas une qui traîne ici, mais en gros vous prenez les bougies, vous savez les bougies en cire, et vous venez la frotter sur tout le tour, ça enlève la noirceur en fait de la gravure laser. Ça marche relativement bien et je m'en sers souvent. Ensuite, le projet en lui-même que j'ai fait, ça va être ici la pendule que j'ai mis sur mon Instagram, vous pourrez la voir un peu plus détaillée. C'est une pendule qui est faite avec plusieurs matériaux. On va avoir le orange, qui est un peu partout, c'est de l'acrylique orange transparent que la machine est capable de découper. Alors par contre, l'acrylique orange est livré avec un film plastique qui est posé dessus, qui est blanc d'un côté et opaque de l'autre. Il faut le laisser pendant la gravure. Si on l'enlève et qu'on grave directement, enfin qu'on découpe directement dans le transparent, la machine le verra beaucoup moins et ça passera quasiment pas. Vous allez devoir faire des milliers de passes. Vous allez brûler, vous allez fondre et déformer votre plexi. C'est pour ça, je vous dis, vous laissez les films plastiques, c'est fait exprès pour ceux qui font de la découpe laser. Et avec le film plastique, on arrive à découper. Alors le orange ici, je l'ai fait en une seule passe. J'étais à 150 mm par seconde. Le orange du milieu, j'ai testé un autre truc. J'ai augmenté la vitesse. Je suis passé à 300, mais je l'ai fait en 3 passes.
Pourquoi? Parce que ça brûlait beaucoup moins et ce qui se passe c'est que le plexi, si on va trop lentement, il chauffe et il se déforme. Et comme ça reste du plastique, eh ben, ça le fond et ça le déforme. Alors que si on fait plusieurs passes un peu plus vite, on obtient quand même quelque chose de plus propre. Voilà. Ensuite, donc le bois qui a été utilisé ici, on va avoir du contreplaqué de 5 mm pour la partie noire, c'est du contreplaqué que j'ai peint à la bombe. La partie ici grise, à l'intérieur, c'est du contreplaqué également de 5 mm que j'ai peint à la bombe grise. Ici, on va avoir un contour en MDF et le plateau qui est dessous, bah, c'est encore un plateau en MDF. Alors, j'ai encore l'étiquette ici, hein, c'est du MDF de 3 mm. Du coup, bah, c'est le même morceau que l'autre, parce qu'en fait, l'autre morceau, c'était un des ronds intérieurs que j'avais découpé. Parce qu'en fait, il y a plusieurs étages. Vous allez avoir l'étage ici, un étage ici, avec ce rond qui va à l'intérieur, le rond gris qui est posé sur le rond noir qui est à l'intérieur, et le rond noir qui vient se poser sur tout ce qui est plexi orange, ainsi que les petits plexis gris ici. Alors, c'est une pendule. J'ai pas encore les mécanismes d'aiguille, il faut que je les commande sur AliExpress, mais en gros, j'aurais plus qu'à mettre ça, et j'aurai une jolie pendule. Ouais, c'est un projet qui est sympathique à faire en une après-midi. Si jamais il vous intéresse, je pourrais vous partager les fichiers du projet. C'est un dessin que j'ai entièrement fait moi-même, hein, c'est pas un truc que j'ai téléchargé quelque part. J'ai entièrement dessiné le motif ainsi que tout le projet. Voilà. Donc s'il vous intéresse, vous me le dites, je le mettrai sur mon Google Drive. Si jamais vous me le demandez. Je le mettrai pas, sinon ça sert à rien que je partage des trucs si ça n'intéresse personne. Voilà. Tout ça pour dire que la machine en elle-même est capable de faire un job relativement efficace. Je dis beaucoup efficace, mais c'est parce que cette machine est vraiment bien. Alors, niveau tarif, on va être sur une machine qui va être dans les 735 €. Normalement, elle est à 1225 €, mais là, ils ont fait une énorme promo. Et je pense qu'ils sont en train de baisser énormément le coût des lasers, puisqu'on arrive sur des lasers maintenant de 36, voire 40. Voire maintenant, ils vont... De toute façon, plus ils vont augmenter le nombre de diodes, plus on va être sur des machins puissants. Par contre, les souffleries derrière, ça va être un peu le bazar, je pense, parce qu'il faut les souffler, les LED, pour les refroidir. Petit point négatif, tout petit, c'est que cette machine, quand on l'allume, la ventilation est active en permanence sur la tête du laser. C'est pour ça que je ne l'ai pas allumé pendant la vidéo, parce que vous avez dû sûrement l'entendre sur le micro là, mais elle souffle énormément. Le problème, c'est que si vous êtes dans la pièce à côté, vous allez l'entendre. Par contre, pendant la découpe, vous n'avez pas le choix. Il faut que ça refroidisse la tête laser. Par contre, une fois que le job est fini, il faut venir éteindre la bécane, parce que la soufflerie reste allumée en permanence. Le compresseur, c'est pareil, c'est un truc manuel, c'est à vous de venir l'activer sur le petit potard qui est dessus. Sinon, il ne s'allume pas automatiquement avec la machine. Il y en a certaines qui en sont capables, qui éteignent la ventilation ainsi que le compresseur. Pour celle-ci, il faut le faire manuellement. Mais bon, ça ne gêne pas le travail en lui-même, c'est juste que c'est un peu bruyant. Après, voilà, quoi, si vous mettez un caisson autour, ça diminuera peut-être un peu le bruit. Donc comme je vous disais, au niveau du tarif, on est à 735 €. On va avoir un code promo, alors c'est P20 plus 50 qui était marqué sur leur site. Ça vous faisait une réduction de 94 €, ça vous faisait la machine à 640 €. En entrepôt Europe, hein, il faut bien préciser que c'est sans livraison... Enfin, il faut bien préciser que c'est livraison sans frais de douane, du coup c'est livraison en Europe. Alors j'aurai deux petits modules à vous présenter que je ferai dans une vidéo annexe. ATESR m'avait également envoyé le module rotatif tout simple. Alors celui-ci fonctionne exactement comme le Arthur que j'avais, hein, c'est pour les objets cylindriques. Mais alors il y en a un qui va vraiment être efficace, c'est le mandrin ici. Le mandrin, je vous le présenterai dans la vidéo qui suivra, qui nous permet de faire des objets également cylindriques, mais on peut travailler sur des verres à pied par exemple, qu'on ne peut pas faire sur celui-ci, parce qu'ils ont tendance à se balader, on va dire. Par contre, il est pas mal non plus pour faire des objets, genre des gourdes en aluminium, vous savez, les gourdes pour le sport, ou même tout ce qui est cylindrique. Celui-ci va être pas mal efficace au niveau du mandrin. On peut avoir plusieurs positions, et ça c'est pas mal, parce qu'en fonction d'un objet qui est peut-être pas forcément rond, si on va avoir un objet conique, on peut le placer et venir le positionner d'une façon à ce que le cône, en fait, quand ça tourne, c'est toujours sur le plat du cône, et ça peut être pas mal pour faire des objets coniques. Donc ça, je vais vous le présenter dans une vidéo annexe, et je vous montrerai comment le régler dans Lightburn. Ça peut vous servir. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, les kits de rouleau ici seront fournis avec des pieds qui nous serviront pour rehausser la bécane, parce qu'en état standard, la machine est au plus bas. Par contre, si on utilise les modules rotatifs, il faut surélever la bécane avec les petits pieds qui sont fournis avec les modules rotatifs. Mais je vous le présente dans une autre vidéo. Donc, ATESR P20+, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ma réponse, c'est oui. Beaucoup vont dire, ouais, tu dis oui, que ça vaut le coup dans toutes tes vidéos de laser. J'en ai une que je vais vous présenter, vous allez voir. Je vais pas mâcher mes mots, c'est une machine qui est efficace, mais qui a quand même ses petits défauts au niveau de la finition du firmware. Mais bon, la machine en elle-même fait le job, par contre c'est une machine que j'aime bien aussi, mais voilà, je peux pas non plus dire que c'est de la merde si c'est pas le cas. Pour moi c'est une machine qui fait le taf. Après si vous tombez sur une série qui malheureusement a des défauts,
vous contactez les marques, hein, il y a des lois françaises, on a des lois au niveau des garanties, des retours, on a des retours, par exemple c'est autorisé, je crois que c'est 14 jours sur les retours si jamais l'objet vous plaît pas. Par contre, la loi française stipule bien que l'objet, normalement, si vous le retournez, c'est que vous l'avez pas déballé. Ça, c'est comme dans les magasins de bricolage, normalement c'est marqué dessus. Vous retournez l'objet, si vous l'avez pas utilisé, déballé. Si vous l'avez déballé, si vous pétez quelque chose dessus la bécane, c'est de votre propre gré. Après, si vous avez reçu une machine avec la tête laser, par exemple, qui ne marche pas, vous faites un test, vous voyez que le pointeur laser ne marque pas, vous contactez la marque et ça, c'est pris dans la garantie. Voilà. Une courroie qui est pétée, ou une roulette qui est pétée, ou un roulement qui ne va pas, ça, c'est pareil, c'est pris en garantie. Compresseur qui déconne, c'est pris en garantie. Si jamais vous pétez un truc, vous coupez un fil, ou vous avez un fil qui est coupé par le laser parce que vous avez fait une bêtise, là, c'est vous, et c'est pas pris en garantie, c'est logique que vous passiez à la caisse. Voilà. C'est des petits trucs tout simples à dire, mais c'est souvent que c'est négligé, qu'il y a des personnes qui vont s'exciter alors qu'ils ont fait une bêtise. Il y en a beaucoup qui achètent des imprimantes 3D qui vont les péter au bout de 2 jours parce qu'ils ont fait une bêtise. Et je sais que tout le monde n'est pas un professionnel, voilà, mais quand vous débutez, justement, il faut faire attention. Voilà. Puis, petit point important à préciser aussi, d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler, mais elle est fournie également avec les lunettes de sécurité vertes, là, qui sont fournies avec toutes les lasers. Mais bon, c'est la base, c'est fourni avec. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ces machines-là seront disponibles à la vente hein, sur vous me contactez sur mon Discord et de toute façon, ces machines-là sont disponibles à la vente. Voilà. Je vous dis pas le tarif parce que, entre-temps, ça dépendra le temps que ça met par rapport à la vidéo quand elle va sortir. Mais toutes les vidéos que je vous présente actuellement, là, toutes les machines seront dispo à la vente à un tarif beaucoup moins cher que le tarif réel. Puisque ces machines m'ont servi uniquement pour les vidéos, hein, pour faire les projets, là. Donc, elles ont un petit peu servi. Donc, c'est des machines qui sont classées d'occasion pour moi. Mais bon, si vous pouvez vous trouver une bécane, si je peux vous fournir une bécane comme ça à 500 € que j'ai testé, que je peux vous dire qu'elle fonctionne, au moins ça vous fait un truc. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, c'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX, on se retrouvera pour une prochaine vidéo bientôt sur encore du laser parce que j'en ai énormément à vous présenter et actuellement j'ai pas d'imprimante 3D à vous présenter, j'en ai pas reçu depuis, si j'en ai une, mais au final je vous la présente dans pas longtemps, mais c'est pareil, c'est une vieille machine qui a été mise à jour. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.